Il y a peut-être un micro, ouais. Alors, vous voulez qu'on parle de la scolarité? On va peut-être rester 4-5 heures de plus pour parler de ce sujet. Oui, j'ai fait des études. Parce que j'avais un grand-père qui était à peu près entre Franco et Mussolini, en termes d'école, et qui était très dur avec les devoirs. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'étais le seul petit enfant concerné par cette hostilité, cet acharnement. Non, plus sérieusement, oui, il y a des parcours de scolarisation qui sont rares, je ne le cache pas. On n'a pas de chiffres précis. Moi, j'ai toujours eu l'impression que moins de 1% des enfants arrivent en études supérieures dans le monde du voyage. Donc c'est ça. On sait juste que 84% des enfants ne vont pas à l'école au-delà de 15 ans. Dans le monde du voyage, on sait. Donc, évidemment qu'on a peu de parcours qualifiés, qualifiants, etc., en tout cas en études supérieures, si bien que on disparaît au fur et à mesure, notre représentation disparaît de plein de sphères, notamment de sphères qualifiées, cadres, intellectuels, etc. Dans la fonction publique aussi, on est très peu représenté. Et ça pose une difficulté. Alors, l'école, la principale difficulté, pendant longtemps, c'était la question de l'itinérance. Vous voyez dans la vidéo, cette mère qui dit les enfants sont mis au fond de la classe, parce qu'en fait, on reste une courte période, l'instituteur travaille sur une courte période, mais voilà, c'est pas une intégration pleine et entière en classe, et puis l'instabilité scolaire fait que c'est difficile d'apprendre. Ensuite, il y avait des cours par correspondance. Pour ceux qui ont testé, comment dire, on n'est pas vraiment sur l'équivalent de l'école. Hein. Dans les années 90, on faisait compter les enfants en hérissons, sur les cours de maths, etc. Aujourd'hui, c'est un peu amélioré quand même, mais c'est pas terrible. Voilà. Et enfin, il y a d'énormes difficultés sur la question des familles qui voyagent une partie de l'année, qui restent sur place une partie. Et puis, il ne faut pas s'oublier, il y a aussi une résistance à l'école dans beaucoup de familles, qui est due à plein de facteurs différents, qui, avec les années, baissent, heureusement, qui va finir par un jour complètement être levé, mais qui est un résultat de nombreuses années de marginalisation qui continue encore aujourd'hui. Et puis il y a le fait religieux, grand tabou. Mais le fait religieux explique aussi pas mal de difficultés de l'accès à l'école, avec des dérives sectaires de certaines familles. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. Voilà. Donc on a quand même une problématique qui est assez globale. Et depuis la loi sur les séparatismes, il y a 2 ou 3 ans, qui visait à mater le séparatisme islamiste, évidemment, ça mate tout le monde. Hein. Et les lois qui ont été faites contre les musulmans, islamistes, etc., eh bien, évidemment, ont été élargies aux gens du voyage avec grande facilité, si bien qu'avant, on accédait aux cours par correspondance par régime déclaratif. On déclarait qu'on voyageait, on avait l'accès aux cours par correspondance. Maintenant, c'est le régime d'autorisation. Il faut prouver qu'on va voyager. Au niveau administratif, c'est dur de prouver le futur. Bon. En tout cas, l'école arrive à nous faire ça. Prouver le futur à venir. Donc, il faut prouver qu'on a voyagé dans le passé pour prouver qu'on va voyager dans le futur, ce qui ne veut absolument rien dire, mais voilà, c'est l'origine qui est comme ça aujourd'hui. Si bien que ça crée aussi de grandes difficultés, parce qu'on se retrouve avec des parcours d'enfants qui étaient en cours par correspondance depuis de nombreuses années, et à qui on dit aujourd'hui qu'il faut rentrer à l'école. Avec des enfants qui ont 14, 15 ans, qui se retrouvent au collège et qui, pour certains, n'ont pas le niveau de CM2. Dans des classes surchargées, on leur consacre en moyenne 2 à 3 minutes par cours. Ce qui est logique, hein. Les enseignants ne peuvent pas faire beaucoup plus. Donc on a cette difficulté-là, cette réalité-là. Et après, il y a des territoires qui travaillent mieux que d'autres aussi sur les écoles, qui ont plus de moyens que d'autres sur les questions scolaires. Ici, je ne sais pas, il y a toujours une référente de l'éducation nationale, je ne vais pas la mettre en porte-à-faux non plus, mais voilà, globalement, c'est des sujets qui sont difficiles parce que c'est des sujets qui recouvrent beaucoup de réalités très très différentes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, c'est sûr. Si on vous a pas vu de la marche à l'heure. Et dans les pays voisins, en Allemagne, en Italie, en Espagne, c'est sensiblement différent ou ça se ressemble un peu? En Allemagne, ils ont exterminé 80% de la population. Donc, c'est sensiblement différent. En Allemagne, quand vous voyagez, vous êtes obligé de pré-réserver une aire d'accueil à Mondial.
c'est un système en fait, de contrôle total de l'itinérance. Il y a un député, Ludovic Madès, député de l'REM, qui propose là un projet de loi prochainement pour mettre en place ce système en France. C'est le retour des carnets biométriques, c'est la même chose. Hein. On ne pourra pas voyager si on n'a pas une place réservée à quelque part. En gros, c'est vraiment la fin des haricots dans le monde du voyage si jamais cette loi passe. C'est un peu le système en Allemagne avec une chose très différente, c'est qu'eux ont fait leur travail de mémoire. En tout cas, sont en place de le faire bien plus qu'en France. Et il y a une conscience bien plus forte qu'en France sur les questions de discrimination. En Allemagne, on ne peut pas dire sale Rome, sale Sinté, sale Manouche impunément. En France, on peut être un président de la République, on peut être un Premier ministre, ça ne pose aucune difficulté. On peut mettre Gilles Bourdoulet, maire de Cholet, et dire qu'Hitler n'a pas tué assez de gens du voyage, et avoir Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui vous défend en disant que vous n'êtes pas raciste. C'est véridique ce que je dis, c'est pas des blagues. Hein. Donc on a cette différence fondamentale. Dans les autres pays, en Italie, il n'y a pas de système d'accueil mis en place, c'est la catastrophe. En Espagne, il y a eu un traitement terrible des gitans dans l'histoire qui ont fait qu'il n'y a plus d'itinérance. En Belgique, on a des aires d'accueil, mais qui sont ouvertes que l'été. La blague sur les Belges. En Suisse, on a des aires d'accueil pour les Suisses et d'autres pour les gens de voyage français. On ne mélange pas les deux. Voilà, c'est Suisse aussi. En Grande-Bretagne, on a le même système qu'en France, d'aires d'accueil, à ceci près qu'on n'a pas du tout la même vision des travelers en Grande-Bretagne. Alors, ils sont très discriminés aussi, mais ils ont un statut de minorité, comme dans beaucoup d'autres pays. En Grande-Bretagne, en Allemagne, en Suisse, il y a des statuts de minorité nationale. Et ce statut de minorité nationale vous offre une représentation politique dans les assemblées locales et dans les assemblées nationales. Si bien que vous avez une existence sur la scène administrative, sur la scène politique et sur la scène associative. Ce qui n'est pas du tout le cas en France, puisque la France ne reconnaît pas les minorités, mais paradoxalement, elle les encadre. Donc, en fait, la France, finalement, c'est le système d'accueil le plus développé au monde. Le plus développé au monde. Il n'y a pas d'autre système avec autant d'aires d'accueil que ça. Et pourtant, c'est un système qui est en échec autant que dans les autres pays européens. C'est bien qu'on n'a pas pensé les choses dans le bon sens. Oui, au fond. Si on souhaite s'informer auprès de médias qui seraient par exemple produits par des voyageurs, voyageuses ou sous-travailleuses qui sont organisés par des personnes concernées, vers quoi on peut se tourner, vers qui? Il n'y a pas de médias qui sont portés par des voyageurs, voyageuses. Il n'y en a plus, on a vu un temps, ils ont disparu. Il y a des médias qui sont plus sensibles à cause de ces questions-là. Globalement, vous les connaissez, hein, je pense. Voilà. On a des médias comme Mediapart, Reporter. J'ai fait une vidéo dans Reporter il y a longtemps. Voilà. On a différents types de médias comme ça, plutôt progressistes, marqués à gauche, etc. Mais c'est pas pléthore. Et surtout, pour s'informer, je pense que le mieux c'est de suivre à la fois les militants, les associations qui œuvrent dans le champ sur cette question. Voilà, je pense que c'est mieux. Après, le champ militant et associatif français est très restreint comparé aux autres pays d'Europe. Là aussi, on accuse beaucoup de retard du fait qu'il y a finalement extrêmement peu de financement et de structuration qui permettent l'émergence de ces groupes. Et il y a une particularité en France, c'est qu'on a des commissions consultatives. Vous avez été dans la salle. Les commissions consultatives des gens du voyage sont élaborées visent à élaborer les schémas départementaux d'accueil et d'habitat qui programment le nombre d'aires d'accueil, terrains familiaux, d'aires de grand passage, toutes les politiques sociales, etc., dédiées aux gens du voyage sur un territoire. C'est fait au niveau préfectoral et au niveau du département, à l'échelle d'un département. Bon. Ce sont des instances de travail technique pour élaborer des schémas, mais qui ont la particularité de consulter les gens du voyage, si bien que dans les territoires, ce ne sont pas des instances, ne sont pas des instances dédiées à la consultation des gens du voyage, on ne peut pas dire ça. Généralement, ils sont de toute façon toujours minoritaires, représentés au mieux par des assos, souvent par des pasteurs. Ça, c'est encore un autre sujet. Et les avis, ou en tout cas les décisions sont prises à une majorité simple. Donc,
Ils sont là, mais voilà, c'est pas une instance de représentation. Par contre, la France se sert de ces instances au niveau international pour dire qu'elle consulte les minorités. Voilà. Donc c'est un système très enfermant. Et on a une commission nationale des gens du voyage aussi, qui a à peu près le même fonctionnement. Voilà. Donc ça a un peu étouffé toute structuration associative en France. Beaucoup de structurations politiques sont étouffées par ce système-là. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a des leviers pour améliorer la situation? Quelles sont-elles? Est-ce que c'est plutôt le communage pour générer la représentation globale de la technologie? Est-ce que c'était quoi? Ouais. Les leviers pour améliorer la circulation. Est-ce que ces leviers se situent au niveau... La situation. Est-ce que ces leviers se situent au niveau communal, au niveau national? Est-ce que ça se situe au niveau de l'urbanisme? C'est à peu près la question. Oui, il y a effectivement des leviers pour améliorer la situation. Le premier levier, c'est la volonté politique. C'est simple à dire, mais c'est très simple à apporter. Parce que souvent, quand un élu est volontaire, et il y en a, il se retrouve généralement isolé. Parfois, on a aussi des villes qui sont en décalage avec leur métropole. Et c'est pas simple. Voilà. Donc oui, il y a des leviers, mais la première, c'est la volonté politique. Le premier levier, c'est d'arrêter d'être immature sur la question du paysage et de l'urbanisme en France. Mon Dieu, c'est bon, pas que la maison, l'arbre et la cheminée qui fument. On a d'autres modèles de paysage aujourd'hui, on a d'autres modèles de conception de la ville, pour être un tout petit peu innovant. Les villes intègrent de plus en plus la question de la résidence mobile, notamment grâce aux tiny house. Merci les néo-ruraux ou les personnes pauvres qui n'arrivent pas à se loger. Parce que grâce à ces tiny house, on a une image plus positive de l'habitat mobile. C'est cool, c'est branché, la petite maison, tout le monde rêve d'en avoir une en plus. Ah, c'est trop mignon, quoi, le petit tiny house. Donc grâce à ça, on a des villages de tiny house qui émergent, etc. Alors c'est compliqué quand on a une tiny house. On subit les règles qui ont été faites contre les gens du voyage. Donc c'est très compliqué aussi. Mais c'est peut-être une nouvelle porte d'entrée pour repenser la question de l'habitat mobile dans les territoires. Il y a cette question-là à repenser. Il y a évidemment la question de la discrimination. Faire progresser, parce qu'encore aujourd'hui, quand on est voyageur, quand on vient en caravane, on n'a pas accès aux aides de logement. On n'est pas protégé par la trêve hivernale. On n'est pas assuré de pouvoir scolariser ses enfants, bien que ce soit obligatoire. On a encore des mères qui refusent la scolarisation régulièrement des enfants, qui refusent de prendre les enfants à l'école. Ça, c'est encore une règle plus concrète. L'accès aux soins est rendu difficile. Quand vous êtes expulsé 10 ou 20 fois par an, évidemment, suivre un traitement médical, consulter des médecins, etc., tout devient plus compliqué. Donc il y a beaucoup de volets d'amélioration. Et surtout, je pense qu'il faut sortir du schéma de la loi Besson, du tout accueil. Il faut penser logement, il faut penser une articulation entre le logement et l'accueil. Les gens du voyage ne sont pas les seuls à voyager. Je veux dire, même, je suis sûr que dans la salle, il y en a plus qui voyagent, beaucoup plus que les voyageurs de Grenoble. Il y a beaucoup de voyageurs à Grenoble qui ne voyagent jamais. Donc, en fait, il faut sortir de ce schéma de ces représentations qui datent du 19e siècle. Et pour ça, il faut un tout petit peu de maturité. Voilà. Je ne traite pas d'immature, je m'inclus dans le lot, hein, mais on a une immaturité collective sur la question. Parce qu'on est passionné, et passionné par nos vieux démons aussi. Il y a quand même une psychologie collective à dépasser. Comme pour le logement social, il y a des réglementations qui sont en place par rapport à un pourcentage minimum par ville, etc. Et il y a un travail de projet de loi autour de ça sur les logements dont vous parlez avec cette place caravane. Ouais. Et avec cet élément de ne pas être sur les zones les plus agréables. Alors, depuis que j'ai fait ce travail-là, alors oui, la petite histoire, vous vous souvenez de ce fonctionnaire qui m'a dit qu'il avait pas de chiffres, Quand j'ai publié mon livre, j'étais invité par le défenseur des droits, enfin, la défenseur des droits. Et puis, il était à la table. Donc à la fin, je l'ai remercié, il m'a dit, ah bon, je dis, bah oui, je remercie M. Post, parce que grâce à lui, on a ce chiffre, il m'a dit que j'étais à gauche, il n'y a pas de chiffre. Il m'a mis tout rouge et tout. J'ai eu ma vengeance. Mais tout ça pour dire qu'en produisant ces chiffres, ça a été une obligation pour l'État de prendre en compte cette situation. Depuis, ils sont obligés de prendre en compte grâce à ces chiffres. Et ça a changé un tout petit truc. C'est qu'aujourd'hui, les subventions dédiées à la construction des aires d'accueil intègrent un critère de localisation qui n'existait pas avant.
Donc ça, c'est un grand progrès, c'est un petit pas pour l'homme, mais un grand progrès quand même en matière des questions environnementales. Les règlements ICPE, donc tous les règlements d'installation classée pour l'environnement, se mettent peu à peu aux normes et intègrent aussi cette question des aires d'accueil en préconisant les mêmes distances d'éloignement pour les habitations que pour les aires d'accueil. Voilà. Donc on a encore des projets d'aires d'accueil qui sont situés au pied d'usine, des usines qu'on vient situer au pied d'aires d'accueil, ça existe encore. Mais peu à peu, j'espère que ça existera de moins en moins. Donc on a quand même des réussites, des leviers là-dessus. Maintenant, sur les logements sociaux, c'est le même sujet que le logement social, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de communes qui ne sont pas aux normes de la loi SRU, et on a des petits malins, des parlementaires, qui proposent de compter les aires d'accueil dans la loi SRU pour inciter les maires à construire, enfin les collectivités à construire des aires d'accueil. Et tout ça au détriment du logement social. Et je vous ai dit que les aires d'accueil, ce sont des parkings, ce ne sont pas des logements. Voilà. Donc on considérait une aire d'accueil qui est moins chère à produire qu'un logement dans le quota de logement. Comprenez bien la dangerosité de ces lois-là. Donc on a vraiment 3 projets de loi là, qui arrivent à l'Assemblée qui sont assez terribles, faits avec les pieds par des gens qui enfin, je sais pas, les assistants parlementaires, franchement, il faut aller à la fac de droit. Moi, ça me sert, voilà, et je vais me faire un malin plaisir à travailler pour dégommer ces projets, mais enfin, il y a des chances qu'ils passent, c'est ça qui est. Et notamment, un des projets de loi propose qu'on introduise la question d'un préjudice écologique qui permettrait de expulser les voyageurs de leur propre terrain. Et là, on rentre dans une brèche catastrophique du droit de propriété. Et ça, c'est un projet de loi très sérieux déposé par Ludovic Mallès qui prévoit que s'il y a imminence d'un préjudice écologique, c'est-à-dire que le truc n'est pas arrivé, mais on suspecte qu'il va arriver, on peut justifier l'expulsion, la mise en demeure, puis l'expulsion d'une personne de son propre terrain. Voilà. Enfin, c'est un projet qui est actuellement à l'étude, enfin, qui va passer à l'Assemblée. Voilà. Qui passera peut-être pas au Conseil constitutionnel. Oui. Bonsoir. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Et c'était juste une question de clarification sur les 26 000 places disponibles. Est-ce que parmi ces 26 000 places, il y a les voyageurs qui ont dû être sédentarisés qui sont compris? Non, c'est les places d'aire d'accueil. Okay, donc c'est 26 000 places en aire d'accueil. Après, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas déjà occupées. Elles sont déjà occupées. Mais on ne compte pas les terrains familiaux, on ne compte pas les habitats adaptés dans ces 26 000. Sachant que le chiffre 26 000, c'est annoncé par le ministère, mais qu'en réalité, ils ne savent pas combien ils ont d'aires d'accueil en France. C'est-à-dire qu'il a fallu ce parlementaire pour qu'ils savent, que le gouvernement connaisse le nombre d'aires d'accueil en France. Chaque année, ils produisent un nombre d'aires d'accueil qui varie toujours de 300 ou 400 aires. Parce que ça repose sur la déclaration des préfectures, ils ne sont pas toujours à jour. Donc, ils ne sont pas toujours au courant du nombre d'aires qu'ils ont en France. C'est bizarre. Les aires fermes aussi. Les aires fermes. Il y a des aires qui sont saisonnières. Il y a des aires dont la situation est un peu bancale, des aires transitoires qu'on a créées il y a des années pour 3 mois et qui finalement sont restées ouvertes 15 ans. Voilà, il y a tout type d'infrastructures. Et c'est très difficile à compter et à comptabiliser. Merci. Oui. Quand vous avez fait votre exposé tout à l'heure, oui. Et justement sur ces 26 000 places d'accueil, vous avez cité pour combien de familles? J'ai pas eu de... Il y a 300 000 là. Alors ça c'est un grand sujet. Combien il y a de voyageurs en France? Ça fait depuis 100 ans que vous l'avez bien compris qu'on essaie de les compter et ça n'a pas toujours été très heureux de compter les voyageurs. C'est confiné dans les camps. Donc c'est difficile de compter le nombre de familles exact. On sait qu'il y a à peu près 300 000 personnes, potentiellement 200 qui voyageraient, qui auraient une itinérance. Combien exactement auraient besoin de logement? Combien auraient besoin d'aires d'accueil? La question reste tranchée. En fait, tant qu'on aura des aires d'accueil qui serviront de logement, tant qu'on aura des aires d'accueil occupées à l'année par des gens précaires, on n'aura pas un système d'accueil. Aujourd'hui, moi je ne suis pas contre les aires d'accueil. Je ne dis pas qu'il faut brûler toutes les aires. Quoi qu'il faut vraiment brûler quelques-unes. Je ne dis pas qu'il faut brûler toutes les aires. Je dis que ces aires, il faut leur redonner leur fonction d'accueil initiale. Et elles doivent servir pour des gens qui sont de passage. Et pas pour des gens qui vivent à l'année. Si bien qu'aujourd'hui, à Grenoble, dans les aires d'accueil, vous avez des habitants de Grenoble. Vous n'avez pas des accueillis, vous avez des habitants, des gens qui votent à Grenoble, qui se scolarisent à Grenoble, qui travaillent à Grenoble, qui se soignent à Grenoble, et qui vivent dans les parkings. C'est un problème, oui. Le problème, c'est ces anciennes aires d'accueil, parce que M. René, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, l'obligation du schéma, c'est 2 aires d'accueil.
salle qui sont concernés, qui sont sur une ancienne aire d'accueil aujourd'hui, qui n'est plus reconnue comme aire d'accueil, et du coup qui est sortie du schéma. Voilà. Et le problème aujourd'hui, enfin, plus largement sur le département, c'est comment ces aires d'accueil sont reconnues en terrain familial et pas en aire sédentaire, puisque ça n'existe pas. Et comment on avance là-dessus au niveau du département. Parce que c'est vraiment la réalité aujourd'hui de beaucoup de groupes familiaux sur le département d'Isère. Ouais. Et l'autre réalité, c'est que des aires d'accueil sont requalifiées en terrain familial sans être remplacées. Ça, c'est pas forcément ici, je sais pas, en Isère, mais en tout cas, partout en France, c'est le cas. Donc, peu à peu, on a le stock d'aires d'accueil qui diminue. Et on a du mauvais logement, parce qu'on a des terrains familiaux de piètre qualité, en fait. C'est pas du terrain familial. D'ailleurs, c'est un truc à abolir, ça aussi, le terrain familial, parce que ça ne permet pas d'accéder aux APL, ça offre aucune garantie de stabilité et de protection des droits en tant que personne qui vit dessus. Je sais pas, il y a des voyageurs en fond de la salle, peut-être que vous voulez parler un petit peu, non? Ouais. Ça va vous entendre. Bonjour. Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est que les terrains ici, on a le droit de stationner dans les terrains qui appartiennent à la métro, exactement. Et ça donne le droit de stationner toute l'année, pratiquement. Mais si nous, on revient sur la question de ce que vous disiez tout à l'heure, si par exemple on fait l'acquisition d'un terrain, nous, on n'a pas le droit d'aller dedans même s'il nous appartient. Et de stationner comme on voudrait et être chez nous. Mais par contre, eux, ils ont le droit. Alors, dans le schéma départemental ici dans l'Isère, la métro a mis la base sur des terrains qui n'étaient pas constructibles, qui n'étaient pas aménageables. Mais eux, en faisant l'acquisition de ces terrains et en les achetant à des poignées de cerises, ils les ont changés de zone pour pouvoir les aménager, mettre du courant, mettre de l'eau, mettre le tout à l'égout. Mais ils n'ont pas le droit en définitive de le faire. Parce que nous non plus, on n'a pas le droit. Et normalement, c'est pas tolérable ça. Mais ils les ont situés dans des zones aussi inondables. Si par exemple, moi demain je fais l'acquisition d'un terrain dans ces zones-là, j'ai pas le droit de l'aménager parce que c'est dangereux si je mets l'électricité. Mais là, j'ai mon oncle qui habite dans un terrain qui est inondable. Et ils ont du courant, ils ont tout mis ce qu'il fallait. Il y a même des endroits où ils ont rehaussé les blocs sanitaires d'environ 1 mètre. Parce que le monte, là chez mon oncle, ils ont déjà quitté 3 fois le terrain parce que quand il y a la montée de l'Isère, ils sont obligés de partir. Ils ont même cassé des véhicules parce que le moteur a été dans l'eau. En sortant avec la caravane, le moteur a cassé sur place. Ça a été pris en compte par les assurances. Mais alors qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? Ben vous êtes dans la situation où vous êtes, c'est pas d'issue. En fait, la seule issue, ce serait de trouver un terrain. En fait, la seule issue qu'on vous laisse, c'est de construire une maison et d'abandonner votre mode de vie. C'est ça la seule issue qui reste, en fait. Et c'est ça qui est intolérable pour les voyageurs. Et c'est intolérable au niveau du droit international aussi. Parce que le mode de vie du voyage, il est protégé au niveau européen. Et la France a des obligations, elle a été condamnée plusieurs fois sur le sujet. Et malgré tout, on a des collectivités qui continuent à faire ce genre de trucs et qui parfois trouvent des solutions rafistolées au détriment de la protection des voyageurs, notamment en plaçant les voyageurs sur des zones inondables. Et il y a aussi une instrumentalisation de ces questions-là. Il y a une commune, à côté de Nîmes, où vous avez des voyageurs qui avaient des terrains à l'écart. Il y avait des terrains qui étaient installés, c'était bien. Et soudainement, on a requalifié leurs terrains en zone inondable. Tous les terrains autour ont été déqualifiés de la zone inondable. Ils sont devenus constructibles, on a construit des maisons avec des piscines, etc. Et tous leurs terrains, eux, sont devenus inondables. Sauf que aux dernières inondations, c'est toutes les maisons qui ont été inondées sauf leur terrain. Voilà. Mais la réalité, c'est qu'aussi, il y a des pratiques, parfois, à l'inverse, qui sont discriminantes, où on va faire ce qu'on appelle du pastillage, c'est-à-dire des terrains que les voyageurs ont achetés qui étaient dans des zones à construire ou à urbaniser, ont été transformés en zones naturelles en toute discrétion. Et les voyageurs n'ont pas fait le recours au moment où il fallait le faire. Si bien qu'ils ont acheté un terrain potentiellement constructible, ils se sont installés à l'époque, par exemple, avec un habitat démontable, et quand ils veulent changer parce qu'ils deviennent trop vieux, la caravane, ils ont besoin de marche, donc ils veulent plutôt mettre un mobil-home, etc., on leur refuse. Et moi, j'ai tout un tas de vieilles personnes qui vivent dans des voitures, parce que quand on leur a dit allez-y changer,
et au moment d'entrer leur mobilhome, on leur interdit. Voilà. Donc, il y a aussi ce problème-là, parce que nous, les voyageurs, on pense toujours que les vieux, ils restent chez nous, on les protège, machin. C'est vrai, globalement. Mais il y a quand même des vieux qui sont tout seuls. Il ne faut pas se leurrer dans le monde du voyage. Tout le monde n'est pas solidaire partout dans le monde du voyage. On n'a pas tous les mêmes. Voilà. Donc il y a de la misère sociale aussi qui est vue et qui est renforcée par ça. Donc à Grenoble, la décision, elle ne vient pas de politique. Voilà. Il n'y a pas 36 solutions que de vous mobiliser à Grenoble, de vous constituer une association, de monter des mouvements de voyageurs et d'aller porter les sujets au niveau politique. Il n'y a pas d'autre solution. Ce n'est pas une solution juridique, vous n'en avez pas. C'est la solution, elle est politique. Tout le sujet, il est politique. C'est pour ça que les voyageurs doivent faire de la politique. Si on ne vous fait pas la politique, on l'a fait pour vous. C'est ça la grande leçon. J'aurais juste une petite question. Comment une commune peut accepter sur un terrain, après je le développerai un peu plus, que des personnes mettent des chalets Pourquoi importants? C'est le cas maintenant. C'est le cas ici, dans beaucoup de régions. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 20, 30 ans, on s'est retrouvé confronté à des gens qui étaient dans l'autoconstruction. Mais le phénomène était tellement énorme qu'à un moment donné, il fallait bien aussi trouver l'issue. On ne pouvait pas continuer pendant 40 ans à avoir des gens qu'on expulse tous les 2 jours des villes. Oui, excusez-moi, je ne peux pas vous interrompre, parce qu'en fait, je ne suis pas allée au bout de ma... Non, mais je vous en prie. C'est pour ça que la provinciale me répond. Juste, ma question était, comment peut-on autoriser, mais je n'aurais peut-être pas dû formuler comme ça, laisser ces personnes, et aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, ne plus vouloir, en 10 ans, je ne dis pas en prétextant, parce que je n'ai pas les dossiers, disant que la zone risque d'être inondable. Ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas. D'ailleurs, si je suis là ce soir, c'est pour essayer de. Donc, si je comprenais, le terrain, on a laissé les gens s'installer. À l'île d'Amour, tout à fait. Voilà. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes qui veulent améliorer l'existant, des jeunes qui veulent développer leur habitat, on les interdit au titre des infractions à l'urbanisme, c'est ça? Oui, visiblement, c'est ça. Ça, c'est le cas partout en France. Pendant 20, 30 ans, on a eu, pas une sorte de laisser-faire, mais en fait, on a ouvert la soupape. Parce qu'il y avait une situation explosive sur le terrain du logement. On a ouvert la soupape, on a permis à des gens de s'installer. Beaucoup de voyageurs se sont dit, voilà, on ne nous autorise pas, mais au moins, on peut s'installer, et puis avec un peu de chance, ça passera, on fera un tribunal, le tribunal, ils nous laisseront, il y aura des astreintes d'1 € par jour, ou alors une amende, et puis ça passera. C'est ce qu'il y a eu pendant longtemps. Mais depuis 15 ans, c'est fini. C'est terminé. Il y a eu déjà des modifications dans le droit de l'urbanisme qui ont fait qu'on a renforcé le contrôle. On a des drones aujourd'hui. Chaque mouvement de terrain, un service d'urbanisme, il voit tout. On ne peut plus rien cacher comme à l'époque. Et par ailleurs, les maires ont une forme d'obligation quand il y a une infraction à l'urbanisme de la signaler, de refuser l'infraction à l'urbanisme, etc. Donc la mentalité a changé. La mentalité a changé et aussi on a créé les chartes contre la cavalisation. De plus en plus, c'est devenu un sujet et on est rentré dans le tout répressif, sans penser à cette question de l'habitat des voyageurs. Et il y a un autre phénomène, c'est le zéro artificialisation nette des sols. D'ici 2050, on ne pourra plus consommer de terrain. On ne pourra plus agrandir les villes. Donc là, aujourd'hui, la stratégie, c'est la massification des centres urbains. C'est monter les immeubles, densifier les bourgs et éviter l'étalement. Donc on a aussi cette excuse, parce que c'est une excuse, parce que, excusez-moi, quand on trouve des terrains pour des entrepôts Amazon, on est capable, on sait le faire. Des terrains pour les voyageurs, ça prend beaucoup moins de place. Mais il y a aussi cette question-là du droit de l'environnement qui s'est complexifié, qui a vraiment introduit des normes aussi de protection environnementale qui, paradoxalement, empêche des développements d'habitat, notamment sur la question de l'habitat léger. Et c'est là aussi où le discours de Tiny House est paradoxal, parce que vous regardez un média comme Reporter, on va vous présenter ça comme des solutions écologiques, minimalistes, super et tout, mais en fait,
dans la réalité, vous avez un droit qui est extrêmement restrictif pour l'habitat léger. Vivez en yourte, vous verrez, c'est pas simple. C'est pas plus simple que vivre en un voyageur. La seule différence, c'est qu'on ne subit pas le racisme au même niveau. Et souvent, les régimes de tolérance sont quand même un tout petit peu plus élevés pour les yourtes que pour les voyageurs. Quand même. Mais globalement, les uns subissent ce que les autres subissent. Et ça, c'est précisément parce qu'on a monté notre niveau d'exigence en matière d'aménagement du territoire et de normes environnementales. Et évidemment, on trouve aussi des excuses pour ne pas que les voyageurs s'étalent. Ça, c'est clair. On va prendre une deux dernières questions. Vous avez parlé du tout répressif, tout pénal. Ouais. Donc, potentiellement, pour quelqu'un qui définirait la politique pénale sur le territoire grenoblois, potentiellement, je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter des discriminations? Surtout qu'on voit beaucoup d'infractions effectivement à l'heure au plan d'urbanisme, infractions environnementales. Je pense justement à Mélan, il y a eu une condamnation il y a 2 ans pour quelqu'un qui avait construit sur un terrain inondable. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter les discriminations sur ce sujet-là? Il faut anticiper politiquement. Quand on a des personnes qui sont incluses dans la chaîne de recyclage des déchets, des métaux par exemple, des ferrailleurs, parce qu'il y a cette question-là du ferraillage, il y a plein de questions qu'on peut anticiper politiquement, organiser localement. C'est des politiques d'aménagement urbain qui préviennent les questions liées aux infractions. Malheureusement, quand on a une personne en infraction, elle est en infraction. Qu'elle soit gens du voyage ou pas, c'est un citoyen comme les autres. Et face au droit, il est un citoyen comme les autres, à ceci près que le droit ne prend pas en compte toutes les subtilités de ses modes de vie et ne prend pas en compte les réalités de terrain, si j'ose dire. Et aussi, il faut le dire, alors, je ne devrais pas parler comme ça, parce que c'est pas bien de dire ça. Mais assister à un jugement avec des voyageurs, vous comprendrez ce que je veux dire. Quand on a un juge qui a affaire à des voyageurs en face de lui, voilà, enfin, moi, pour assister à de nombreux jugements, il n'y a pas de pitié, quoi. Voilà. On est souvent face à ça aussi. Alors, c'est caricatural, je l'entends, il y a des juges qui font très bien leur travail, la plupart le font très bien, mais quand même, on a un système judiciaire, un système de justice administrative qui est pétri de préjugés aussi. Voilà. Et moi, je me rends compte souvent, pour faire les recours, pour essayer de pouvoir présenter des dossiers devant un juge, je me rends compte que souvent, ils ne sont pas lus. C'est ça la difficulté aujourd'hui, c'est sur la question du droit, la question de l'accès au droit, la question de l'effectivité de la justice, la question des moyens de la justice aussi. En fait, c'est toute la chaîne pénale qui est handicapée en France, qui est en situation de déficit. Voilà. Et évidemment, les premiers à en pâtir, de toute façon, les vigiles des libertés en France, c'est toujours les minorités, c'est toujours les premiers à en pâtir. Si on porte atteinte, si on laisse porter atteinte aux droits des minorités, c'est les libertés de tous combattants. Voilà. Ce qu'on a laissé faire à Mayotte, ça nous arrivera un jour. C'est tout le temps comme ça que ça se produit. Donc, il n'y a pas vraiment de solution magique sur cette question-là. Je pense qu'il faut penser les problèmes en amont avant qu'ils arrivent. En fait. Et la difficulté, c'est qu'on est souvent confronté au jour le jour sur le terrain aux problèmes. Mais en réalité, on aurait pu en anticiper un certain nombre. Avec de la politique de logement, avec de la politique par exemple, le ferraillage, c'est une des solutions. Il y en a plein d'autres. Pareil pour l'aménagement des terrains. On a aujourd'hui des gens qui vivent en caravane sur les terrains, on n'a jamais pensé les aménagements. Quel type d'aménagement? Est-ce qu'on ne pourrait pas penser un terrain type? Qu'est-ce qu'il faut pour vivre bien avec une caravane sur un terrain? Au lieu d'essayer de combattre tout le temps la caravane, comment on pourrait penser ces aménagements-là pour faire en sorte que la salubrité, faire en sorte que tout ça soit aux règles et aux normes et aux exigences? Voilà, c'est un truc c'est une vision globale, un peu mystique à avoir. Merci beaucoup pour cette intervention passionnante. Et j'avais une petite question, peut-être pour finir sur une note plus légère. Ouais. Comme on a cette seconde minute, ce qu'on comprend et ce qu'on connaît, j'avais juste une question sur l'origine de cette tradition du voyage et du nomadisme dans ces différents peuples, populations. Est-ce que vous savez d'où ça vient? Franchement, je sais pas. Et tu sais quoi? C'est la beauté de notre vie. C'est le mystère, voilà. Il ne faut pas tout savoir, il ne faut pas tout chercher à comprendre. Non, plus sérieusement, moi je vous livre une histoire et je terminerai là-dessus. Je
Je vous ai parlé tout à l'heure de ma famille qui sort des camps de concentration, de score d'internement, pardon, qui finit dans un bidonville. À cette époque-là, mon arrière-grand-mère est devenue alcoolique. C'est pas bien de parler comme ça, elle est décédée, je ne pourrais pas, mais elle est devenue vraiment en piteux état. Et mon défunt grand-père, tout ça, ils étaient dans la misère. Voilà. Et ma mère, son combat, le combat de sa vie, c'était de repartir sur le voyage. Elle n'avait jamais connu le voyage. À 15-16 ans, elle n'avait jamais connu le voyage, elle avait connu que le bidonville. Et son obsession, c'était de repartir sur le voyage. C'était pas une question de partir sur le voyage, c'était une question de dignité et de combat pour l'humanité. Pour elle, aller sur le voyage, c'était sa dignité. Et ça l'est toujours. Et on ne mettra jamais la mère dans un appartement, jamais. Ça pèterait les plombs. Mais parce que c'est une question de dignité. On porte aussi ça de fierté, de partage, de vie en famille, de vie aussi collective, de soutien les uns les autres dans ce mode du voyage. Donc pensez-y la prochaine fois que vous penserez qu'il faut sédentariser les gens du voyage. C'est une grande violence pour les gens qui vivent ça. Voilà. Et voilà.